Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans les cafés de ce matin, je vais partager avec vous un concept très cher à l'industrie. Il s'agit de création de valeur partagée. Vous savez, lorsqu'on se lance dans l'industrie, il faut savoir tisser des partenariats durables. Et pour avoir des partenariats durables, il faut savoir partager la valeur créée. La valeur créée par une industrie se trouve dans ses produits et ses services. Lorsqu'un consommateur achète un produit industriel, il achète tous les efforts fournis par les multiples intervenants dans le processus de création de cette valeur. Dans la création d'un produit industriel, il y a plusieurs intervenants. On a les fournisseurs de matières premières, on a les employés qui travaillent dans l'usine, on a les actionnaires qui investissent leur argent et on a également d'autres personnes. Donc, lorsque le consommateur achète un produit industriel, il achète la somme de tous les efforts de ces personnes-là qui interviennent dans la création de ce produit. C'est pourquoi il y a intérêt de partager cette valeur que le consommateur nous donne en achetant notre produit. Regardez par exemple comment cet industriel partage la valeur de son produit. Pour une basket achetée 140 € sur le marché par le consommateur, les matières premières prennent 9,9 €, le salaire des ouvriers 2,4 €, la marge du fournisseur 2,3 €, 0,8 € pour les frais de transport, 2,6 € pour les taxes d'importation, 10,2 € pour des coûts internes, 5,6 € pour le marketing et le sponsoring de la marque, 23,4 € pour les bénéfices, 1,2 € pour les impôts, 23,3 € pour la TVA, 58,3 € pour la marge distributive. Vous constatez avec moi que la distribution est un poste important dans la valeur finale du produit. Donc, si le prix d'achat est le premier critère de choix pour votre produit par le consommateur, vous devez savoir négocier avec les distributeurs pour limiter leur marge. Vous devez savoir compresser les coûts de fabrication de votre produit. Ainsi, vous pourrez dégager une marge intéressante pour vous-même. D'autre part, les distributeurs ne font pas forcément la promotion de vos produits parce qu'ils travaillent avec d'autres marques également. Vous devez donc mettre de côté une valeur pour promouvoir votre produit, pour promouvoir votre marque, afin que les consommateurs, lorsqu'ils arrivent sur le marché, c'est votre produit qu'ils demandent. Bonjour les amis, j'espère que chacun de vous se porte très bien. C'est toujours un plaisir de vous servir les cafés du matin par la grâce de Dieu. Dans les cafés de ce matin, je mets 2 morceaux de sucre pour vos ambitions de croissance. Il n'y a pas de croissance durable sans transformation. Il n'y a pas de croissance durable sans investissement. Toute entreprise qui recherche la croissance doit être maître dans l'art d'investir. Elle doit investir en recherchant la performance. Pour toujours plus de performance, il faut savoir également se réinventer au fil du temps en intégrant de nouveaux enjeux. En plaçant la satisfaction client au centre de ses activités, la performance se résume dans la qualité. En effet, pour le client,
La qualité se perçoit dans les produits de l'entreprise. Pour l'industrie, la qualité va au-delà des produits. Pour avoir un produit de qualité servi aux clients, il faut un processus de production de qualité qui s'appuie sur 5 paramètres, à savoir la main-d'œuvre, les machines, le milieu de production, les méthodes et les matières premières. Nous avons vu dans l'un de nos épisodes précédents la contribution du milieu de production à la performance de l'activité. Aujourd'hui, nous allons voir la main-d'œuvre. Une entreprise prospère attire de nouveaux talents. Cependant, que deviennent ces talents une fois intégrés dans l'entreprise? Comment une entreprise développe et met à contribution ces différents talents pour tendre vers la performance? Le meilleur outil ne vaut que par l'emploi que l'on en fait. La contribution de chaque employé à la création de valeur dans une entreprise dépend de son organisation interne. En effet, il ne suffit pas de recruter des meilleurs talents pour être directement performant, car les compétences s'expriment dans un cadre organisationnel à travers une culture d'entreprise qui s'est forgée au fil du temps. La notion de compétence dans une entreprise doit donc être analysée à 3 niveaux. Au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau organisationnel. La performance passe également par l'implication et la motivation des employés. Le travail ayant un caractère social, il faudra gérer les conflits internes dans une organisation. Conflits de génération, conflits d'intérêt et d'identité, conflits d'autorité, conflits de rivalité, de concurrence. Une vision d'entreprise partagée et continuellement entretenue par des communications fréquentes avec la direction est donc primordiale. La performance dans une entreprise passe également par la formation, l'intégration et le développement de nouveaux savoirs. En effet, il n'y a pas de qualité sans erreur, pas d'erreur sans action corrective, et pas d'action corrective sans formation. Les grandes entreprises ouvrent leur propre académie de formation pour le développement des compétences de leurs employés. Pour tendre continuellement vers la performance, vous devez être une organisation apprenante. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans notre rendez-vous habituel, les cafés du matin, pour échanger autour d'un sujet intéressant. Dans les cafés de ce matin, un sujet d'actualité, un sujet important. Il s'agit d'investir dans la transformation des matières premières locales. Quel est le pourcentage de matières premières locales dans la production industrielle? Quelle est la part des matières premières importées dans la production de nos industriels? En effet, la transformation des matières premières locales dépend des produits que l'on peut obtenir à partir de ces matières premières.
et par conséquent des technologies de production efficaces pour transformer ces matières premières en ces produits que l'on veut obtenir. La tendance en matière d'investissement industriel en Afrique est que l'on se tourne toujours vers des technologies de production extérieures dans notre investissement. Ce qui fait en sorte que notre investissement nous revient toujours cher. Donc, si l'on souhaite la transformation des matières premières locales, nous devons apprendre également à investir dans le développement des technologies de production locale. Sinon, notre industrie restera toujours monotone, tournée vers l'extérieur. Toute entreprise qui recherche la croissance doit savoir investir efficacement. Rechercher la performance dans un investissement, c'est rechercher une rentabilité. Cependant, la rentabilité espérée peut être affectée par plusieurs facteurs. Il faudra maîtriser les risques au niveau des clients, maîtriser les risques au niveau de la production. La maîtrise des risques au niveau de la production passe par 5 paramètres, à savoir la main-d'œuvre, les matières premières, les méthodes employées dans la production, le milieu de production et les machines de production. Nous avons vu la contribution du milieu de production à la performance de l'investissement. Nous avons vu également la contribution de la main-d'œuvre dans la performance de l'investissement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la contribution des matières premières et des machines dans la performance de l'investissement. Parmi les indicateurs de qualité d'un produit dans l'agroalimentaire, on a le goût. Bonjour les amis, j'espère que chacun de vous se porte très bien. C'est toujours un plaisir de partager les cafés du matin avec vous. Dans les cafés de ce matin, un morceau de sucre pour vos ambitions de croissance. Il n'y a pas de croissance durable sans investissement. Toute entreprise qui recherche la croissance doit être maître dans l'art d'investir. Dans un processus d'investissement, il est important d'avoir une vision de la performance de l'activité. L'enjeu d'un investissement industriel repose sur la performance. Il n'y a pas de performance sans mesure et il n'y a pas de mesure sans indicateur de mesure de la performance. Dans un processus d'investissement, il est important d'évaluer
la performance. Nous devons déterminer en amont les différents niveaux de performance que nous devons atteindre dans notre investissement. Pour atteindre ces niveaux de performance, il faut également apprendre à gérer les risques. La maîtrise des risques dans un projet d'investissement est primordiale. Dans un investissement industriel, nous avons trois principaux types de risques. On a les risques sur les matières premières, on a les risques au niveau de la production et on a les risques clients. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi d'échanger toujours avec vous les cafés du matin. Donc, dans les cafés de ce matin, un sujet très intéressant. Il s'agit de l'investissement. Pour ceux qui se connectent sur cette chaîne pour la première fois, sachez que vous pouvez également partager avec nous les cafés du matin. Je m'appelle Alain Yannick, je suis là pour vous. Restez connectés, prenez contact avec nous. Si vous voulez être des nôtres, si vous voulez partager avec nous des informations, des connaissances et beaucoup d'autres choses. Donc, restez connectés. Dans les cafés de ce matin, nous allons parler de l'investissement. Nous savons que dans le processus d'investissement, la maîtrise des risques est importante pour atteindre la rentabilité espérée. Dans un investissement industriel, on a principalement trois types de risques à maîtriser. Les risques sur les matières premières, les risques au niveau de la production, les risques au niveau des clients. Aujourd'hui, nous allons parler des risques clients. Un processus d'investissement industriel commence généralement par des études préalables, technico-économiques, qui nous donnent une certaine assurance quant à la possibilité de vendre nos produits sur le marché, mais il s'agit là uniquement d'une promesse de vente qu'il faudra confirmer en réalisant effectivement l'investissement. Cependant, une fois l'investissement réalisé, on fait le constat amer selon lequel les ventes de nos produits n'atteignent pas le pourcentage espéré au bout de 2-3 ans au-delà de l'échéance prévue. Alors, comment faire en ce moment-là? Dans cette phase d'incertitude sur le marché où nos clients tardent à venir, la solution la plus adéquate consiste à réaliser des investissements supplémentaires pour renouveler nos produits, pour pousser nos produits vers les consommateurs par des investissements de promotion, par des investissements de distribution. Pour réaliser ces investissements, nous aurons besoin des partenaires financiers solides. Si nos premiers partenaires sont réticents à sortir de nouveau de l'argent parce que l'investissement tarde à donner ses fleurs, nous serons dans l'obligation de rechercher de nouveaux partenaires. Pour éviter dans ces situations, il est important de penser en amont à intégrer plusieurs personnes dans l'investissement industriel que nous voulons réaliser. Il faudra être en mesure de rechercher de nouveaux partenaires
pour les intégrer dans l'investissement. Il faudra penser en amont à intégrer plusieurs investisseurs dans un investissement. C'est-à-dire que 2, 3, 4, 5 personnes s'associent pour réaliser un investissement. Ainsi, nous serons à même de supporter les coûts supplémentaires dus au risque client. Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Heureux de vous compter parmi nous ce matin. Dans les cafés de ce matin, un sujet très important, un sujet d'actualité. Lorsqu'on se lance dans une compétition, c'est pour gagner, ce n'est pas pour perdre. Une fois la course engagée, notre objectif permanent, c'est la performance. Nous devons viser la performance en s'appuyant sur nos atouts principaux. Si on n'a pas d'atouts, il faut aller les chercher. Une compétition industrielle se joue principalement suivant deux axes. On a la compétitivité prix et la compétitivité innovation. Concernant la compétitivité innovation, vous devez être capable d'innover de manière permanente et sortir des produits nouveaux que vos concurrents ne peuvent pas facilement copier par la protection de vos droits de propriété industrielle. Dans la compétitivité prix, les savoir-faire industriels, les formules sont largement connus de tous. Dans ce cas, quels sont les leviers de création de valeur et de différenciation entre concurrents? Nous allons donc nous inspirer, dans ce cas, sur deux marques mondiales qui sont arrivées sur un même marché, dans une même catégorie et employant des stratégies similaires. Dans la catégorie des laits infantiles, on retrouve la marque commerciale Nestlé avec des produits de marque Nan, des produits de marque Nido, des produits de marque Gigos. Puis on a également la marque Blédina qui a des produits de marque Alma, de marque Nercy et de marque Nercy Confort. Ces deux produits que j'ai devant moi adressent une même catégorie de clients, les nourrissons de 6 à 12 mois, matérialisés sur le produit par le chiffre 2. Observez, on a le chiffre 2 là pour dire que ces produits concernent les nourrissons de 6 à 12 mois. Sur le marché local, dans les magasins de proximité, ce produit de marque Blédina coûte entre 2500 et 2800. Celui-ci de marque Nestlé coûte entre 2000 et 2100 francs CFA. Ce qui fait une différence maximale de
700 francs CFA entre ces deux produits qui utilisent principalement les mêmes matières premières. D'où vient donc cette différence de valeur entre ces deux produits? Si nous observons la liste des ingrédients, nous allons constater qu'il y a sensiblement les mêmes types d'ingrédients. Si nous observons le packaging, les matériaux d'emballage sont les mêmes. Si nous observons l'origine des produits, le produit de marque Nestlé vient du Mexique et le produit de marque Blédina vient de la France. À partir de là, nous pouvons comprendre beaucoup de choses, mais ce n'est pas tout. Entre la France et le Mexique, quel est le pays qui est plus proche de l'Afrique? C'est bien évidemment la France. Donc, en termes de coût de transport de la marchandise, le produit de marque français peut revenir moins cher sur le marché africain par rapport au produit de marque Nestlé qui vient du Mexique. Mais sur le marché local, c'est le contraire. Le produit français coûte plus cher que le produit de marque Nestlé qui vient du Mexique. Il y a donc principalement deux hypothèses que nous pouvons dégager sur la différence de valeur entre ces deux produits. La première hypothèse concerne l'origine des matières premières. Est-ce que Nestlé achète localement, c'est-à-dire au Mexique, ces matières premières ou bien importe? Si oui, quel pourcentage d'importation dans la production? J'ai cherché dans les documents officiels de la marque. Il se trouve que Nestlé fait des achats groupés de matières premières par l'intermédiaire de ses centrales d'achat. Et la marque Blédina fait des achats des producteurs locaux. Donc, sur le marché, la marque Nestlé peut avoir des avantages sur le coût des matières premières. Une deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse concerne le circuit de distribution. On a principalement trois canaux de distribution, à savoir la grande distribution, le e-commerce, le commerce de proximité, alimenté par des importateurs indépendants. Selon le canal de distribution, la valeur du produit peut considérablement changer. Chaque distributeur cherche à créer sa propre marge. Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui se connectent sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Alain Yannick, je suis ingénieur industriel, chercheur et entrepreneur. Chaque jour, je prépare avec soin les cafés du matin pour permettre à chacun de construire son leadership industriel et technologique partout en Afrique.
Dans les cafés de ce matin, nous engageons un 4e épisode sur l'état de l'art en matière de packaging alimentaire. Vous le savez, les entreprises qui innovent gagnent des parts de marché. Un élément fondamental en matière d'innovation dans l'industrie agroalimentaire, c'est le packaging. Par le packaging, une entreprise fait connaître que son produit est nouveau sur le marché. Par le packaging, une entreprise arrive à faire la différence. Il faut être extrêmement créatif dans ce domaine pour attirer les regards. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la catégorie des biscuits. Le segment alimentaire des biscuits est l'un des principaux débouchés pour l'industrie du lait, pour l'industrie du chocolat, pour l'industrie des céréales, pour l'industrie des œufs. C'est également l'un des segments où la science et la technique s'expriment. Il y a une carence en matière de technologie alimentaire africaine dans ce domaine. Donc, j'invite les technologues, les développeurs de technologie à s'intéresser à ce segment pour développer les technologies alimentaires dont ce segment en a besoin. De même, si vous êtes des entrepreneurs dans l'industrie du lait, dans l'industrie du chocolat, dans l'industrie des céréales, dans l'industrie des œufs, ce segment de marché est non négligeable. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce domaine.